À 21h47, une caméra de surveillance dans une rue de la ville de Sim a capturé un bref instant. Un utilitaire gazelle ralentit à côté de Ksenia Ustugova qui marchait sur le trottoir. Le conducteur dit quelque chose calmement, doucement, comme s'il interpellait simplement une connaissance. Ksenia s'arrête. 1 seconde, 2, et elle monte dans le véhicule, sans la moindre tentative de reculer, sans un seul geste qui pourrait être interprété comme de l'inquiétude. Le véhicule démarre, et après cet instant, plus personne ne reverra jamais Ksenia Ustugova. Remontons maintenant quelques heures en arrière pour comprendre à quoi ressemblait cette soirée avant que tout ne bascule. La ville de Sim, oblast de Tcheliabinsk, dimanche 9 juillet 2023. L'été, les vacances scolaires, une de ces longues soirées de l'Oural où la nuit tombe tard et où le jour semble ne jamais vouloir finir. Ksenia avait 11 ans. Elle venait de terminer son CE2. Mince, petite, environ 1,40 m, les cheveux châtain clair jusqu'à la taille, les yeux gris. Ce soir-là, elle portait un t-shirt rose, une jupe noire, un short et des baskets noires. Elle traînait avec une amie, comme d'habitude, près de chez elle, sur une aire de jeu familière. Vers 20h30, elle lui dit au revoir. Il ne restait que quelques minutes de marche jusqu'à la maison de sa grand-mère, où Ksenia passait souvent la nuit, et elle est partie seule. C'est sur ce court trajet entre l'aire de jeu et la maison de sa grand-mère que le véhicule l'attendait déjà. Comme l'enquête l'établira plus tard, cette rencontre n'était pas fortuite. Mais à ce moment-là, personne ne le savait. Ni la grand-mère qui l'attendait à la maison, ni les parents qui n'apprendraient tout que plusieurs heures plus tard. Et cette soirée d'été ordinaire dans une ville où tout le monde se connaît ne se terminerait pas comme elle aurait dû. Pour comprendre pourquoi personne à Sim n'a pris la situation au sérieux, il faut comprendre quel genre d'endroit c'est. 13 000 habitants, une petite ville dans le district d'Atcha, dans l'oblast de Tcheliabinsk, coincée entre les montagnes et la rivière. Une seule usine, agrégat, une rue principale, quelques écoles. Tout le monde connaît tout le monde par son nom, par sa maison, par ses liens familiaux. Et dans ce genre d'endroit, il y a une particularité qui aura son importance plus tard. Si tu dois aller chez mamie, tu y vas seul. Si tu dois faire une course, tu y vas seul. Personne ne t'accompagne, personne ne vient te chercher. Non pas parce que les parents s'en fichent, mais parce que tout est à vue et qu'il semble que rien ne puisse jamais arriver ici. Ksenia a grandi dans une famille normale et tranquille. Sa mère, calme, posée. Sa grande sœur travaillait comme institutrice à l'école locale. Une famille ordinaire, comme la plupart à Sim. Ksenia restait souvent chez sa grand-mère, plus près de l'école et tout simplement plus confortable. De caractère, elle était plutôt casanière bien élevée, pas du genre à chercher les aventures. Le 9 juillet, elle a dit à sa grand-mère qu'elle allait se promener avec son amie Katia. Rien d'inhabituel. Les amies étaient camarades de classe et se voyaient presque tous les jours. Elles avaient convenu de rentrer pour 21h. Katia, cette même amie à qui Ksenia a dit au revoir vers 20h40 sur l'aire de jeu. Katia a été raccompagnée chez elle, tandis que Ksenia est partie à pied. Elle n'est jamais arrivée chez sa grand-mère. Pendant que la grand-mère attendait à l'intérieur et que Katia était déjà rentrée, Ksenia montait dans ce fameux véhicule gazelle que la caméra allait capturer plus tard. Son téléphone sonnait, la ligne connectait, mais personne ne répondait. À 21h, Ksenia n'était pas là. Au début, ça n'avait pas l'air grave. Peut-être qu'elle avait perdu la notion du temps, peut-être qu'elle avait oublié. Mais quand une demi-heure passa et que le téléphone restait sans réponse, la grand-mère commença à appeler les proches. La mère, la sœur, personne n'avait vu Ksenia. Elles ont demandé à Katia, qui a dit qu'elle s'était dit au revoir sur l'aire de jeu, tout était normal. Où Ksenia était allée après, elle ne savait pas. Vers 22h, il devint évident que ce n'était pas une question d'oubli. Le téléphone avait complètement cessé de sonner. Pendant plusieurs heures, la famille tenta de gérer la situation elle-même. Ils ont vérifié les cours voisines, sont passés chez des connaissances, ont arpenté les rues. Mais personne n'avait rien vu, personne n'avait rien entendu, comme si elle s'était volatilisée quelque part entre l'aire de jeu et la maison de sa grand-mère. Vers minuit, ils ont contacté la police, et ici surgit une question que beaucoup poseront plus tard. Entre 20h40, quand elle a dit au revoir à Katia, et 21h47, quand la caméra a capturé le gazelle, un peu plus d'1 heure s'est écoulée.
Que s'est-il passé pendant ce temps? Comment Ksenia s'est-elle retrouvée non pas sur le chemin habituel vers la maison de sa grand-mère, mais dans une toute autre rue où le véhicule l'a prise? À ce moment-là, personne ne comprenait encore. La nuit passa sans nouvelles, sans piste. Et au matin, ce sentiment qui apparaît instantanément dans les petits endroits se répandait déjà dans la ville. Une des leurs avait disparu. À 8 heures le 10 juillet, tout Sim savait déjà. Quelqu'un avait posté dans le chat local, quelqu'un avait appelé ses voisins. En quelques minutes, la nouvelle avait balayé toute la ville et la ville s'est mobilisée. Pas formellement, pas sur ordre, mais vraiment. Les bénévoles de Lisa Alert ont publié un avis de recherche avec son signalement et des photos. Des enquêteurs du département régional sont arrivés de Tcheliabinsk. La police locale a rappelé tout le monde, y compris ceux qui étaient en congé. Des unités cynophiles ont été déployées. Ils ont cherché partout, ratissant les berges de la rivière Sim. Peu profonde, mais avec un courant rapide. L'idée d'un accident est venue en premier. Ils ont vérifié les garages, les sous-sols, les greniers. Des ouvriers de l'usine Agrega ont pris des heures sur leur travail pour rejoindre les groupes de recherche. Des centaines de personnes. Les médias locaux ont repris l'histoire. Sa photo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Une Ksenia souriante, aux longs cheveux châtain clair. Les hypothèses étaient classiques. Un accident près de la rivière, elle s'était perdue. Elle avait été prise par un véhicule de passage sur l'autoroute. Aucune n'était confirmée, mais aucune n'était écartée non plus. Les recherches ont continué toute la journée, sans résultat. Et parmi les bénévoles, il y avait un homme que tout Sim connaissait. Il cherchait avec une énergie particulière. Il marchait avec les groupes de recherche, posait des questions aux gens, vérifiait les cours. Comme on le découvrirait plus tard, cette activité avait une toute autre raison. À un moment, il s'est retrouvé près de la mère de Ksenia. Elle ne pouvait plus rester chez elle. Elle arpentait les rues, demandant à tous ceux qu'elle croisait. Le visage gris, la voix éteinte. Autour d'elle, des proches, des connaissances, des voisines, tous essayant de la soutenir, mais personne ne sachant vraiment quoi dire. Et puis il s'est approché, l'a regardée dans les yeux et a dit « À ce moment-là, ses mots ressemblaient à du soutien. La mère de Ksenia n'a pas été alertée. Personne n'a été alerté. Et vers le soir du 10 juillet, les groupes de recherche commençaient à s'épuiser. Ils avaient recouvert tout ce qui pouvait être couvert. Il n'y avait aucune trace de Ksenia, aucune piste, pas un seul témoin qui pouvait dire quoi que ce soit de concret. La ville se préparait à une deuxième nuit sans réponse. Et c'est précisément à ce moment, quand les recherches semblaient dans l'impasse, que la première découverte a été faite. Un sac à dos a été trouvé sur la berge de la rivière Sim, rose, celui-là même avec lequel Ksenia était partie. À côté, une coque de téléphone, mais pas le téléphone lui-même. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue sur la berge. Le sac à dos gisait au bord de l'eau, et à première vue, tout semblait indiquer que le courant l'avait déposé là. L'hypothèse s'est formée instantanément. Elle est allée à la rivière, a glissé, le courant l'a emportée. Le sac à dos a été arraché, le téléphone a coulé. Un accident tragique. Des plongeurs ont été appelés. Ils ont commencé à examiner le fond de la rivière. Ils ont travaillé en aval jusqu'à la tombée de la nuit, mais pour les enquêteurs venus de Tcheliabinsk, le tableau ne collait pas. Un sac à dos sur la berge? D'accord, logique. Une coque de téléphone sans le téléphone? Déjà étrange. S'il était tombé dans l'eau, pourquoi la coque a-t-elle été retrouvée séparément? Si le courant avait arraché le sac à dos, pourquoi était-il posé proprement sur la berge plutôt que coincé dans des rochers en aval? Et un autre détail qui les tracassait. Ksenia avait été vue pour la dernière fois loin de la rivière. Katia avait confirmé qu'elle s'était dit au revoir sur l'aire de jeu. Et l'aire de jeu était de l'autre côté de la ville. Il n'y avait tout simplement pas de chemin direct de là jusqu'à cette partie de la berge. Pourquoi serait-elle allée là-bas seule le soir? Trop de questions pour un accident. Les enquêteurs ont décidé de récupérer simultanément les enregistrements de toutes les caméras de surveillance pour reconstituer son itinéraire. Si ce n'était pas la rivière, la réponse devait être cherchée ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de caméras à Sim, mais quelques-unes étaient en place, sur des magasins, au carrefour, sur des bâtiments administratifs. Les enquêteurs ont demandé les enregistrements de tous les points entre l'aire de jeu et la maison de la grand-mère. Ksenia quittant l'aire de jeu, enregistrée. Marchant dans la rue, visible sur une des caméras, calme, sans se presser. Personne ne la suivait. Puis 21h47, une autre caméra,
un autre angle. Et là, les enquêteurs ont vu ce qui a fait basculer toute l'enquête. Un gazelle ralentit à côté de Ksenia. Pas brusquement, pas en lui coupant la route, doucement, comme si le conducteur l'avait interpellée ou qu'elle l'avait elle-même reconnue. Ksenia s'arrête. Une brève pause, et elle se dirige vers le véhicule, ouvre la porte, monte. Pas une seconde d'hésitation, pas un pas en arrière, pas une tentative de regarder autour ou d'appeler quelqu'un. Elle monte comme on monte avec quelqu'un qu'on connaît. Et pour les enquêteurs, cet enregistrement a immédiatement dit plusieurs choses. La première hypothèse, celle de la rivière, s'est complètement effondrée. Ksenia n'était pas allée vers l'eau, elle était partie dans un véhicule. Ce qui signifiait que le sac à dos sur la berge n'était pas de son fait. Quelqu'un l'avait déposé là délibérément pour orienter les recherches vers la rivière et gagner du temps. Deuxièmement, ce n'était pas un passant de l'autoroute, pas un inconnu. Et troisièmement, le plus concret, la caméra avait capturé la plaque d'immatriculation du gazelle, claire, lisible, sans interférence. La plaque a été vérifiée dans la base de données dans l'heure, et à partir de ce moment, l'enquête est entrée dans une phase totalement différente, parce que les résultats ont montré que le propriétaire de ce gazelle n'était pas un étranger, pas un passant. C'était quelqu'un que tout Sim connaissait, et qui, à ce moment précis, marchait parmi les groupes de recherche, aidant à chercher celle qu'il avait lui-même emmenée. Le propriétaire du gazelle a été identifié dans la base de données en quelques minutes. Un habitant de Sim, 36 ans, domicilié ici même. C'est une chose de chercher un inconnu à partir d'un enregistrement flou, et c'en est une autre quand vous avez un individu précis, une adresse précise, un véhicule précis et un enregistrement montrant une personne disparue montant dans ce véhicule. Simultanément, ils ont tout récupéré. Casier judiciaire, fichiers, relations. Ils ont vérifié les liens avec la famille de Ksenia. Les réponses sont arrivées rapidement et à chaque nouveau détail, le tableau s'alourdissait. Le nom n'était pas encore annoncé publiquement ni à la presse. Des renforts ont été envoyés de la région. Les enquêteurs avaient maintenant un suspect précis. L'enquête avait déjà compris, le sac à dos avait été déposé, et la vraie piste restait intacte. Les enquêteurs ont décidé de ne pas appréhender le suspect immédiatement. D'abord, établir où il était après 21h47, ce qu'il avait fait cette nuit-là, où était le véhicule, et s'il y avait des traces à l'intérieur. Pendant ce temps, le suspect était resté à Sim tout ce temps, marchant dans les mêmes rues que les groupes de recherche. Le soir du 10 juillet, Sim ressemblait à une ville où quelque chose s'était brisé. Les groupes de recherche rentraient chez eux, pas parce qu'ils avaient abandonné, mais parce que la nuit tombait et chercher dans l'obscurité était inutile. Les gens se tenaient devant les immeubles, fumaient, parlaient à voix basse, tous discutaient de la même chose. La mère de Ksenia ne pouvait pas s'arrêter. Tandis que les autres se dispersaient, elle continuait de marcher, frappant aux portes, regardant dans les cours, posant les mêmes questions. « Avez-vous vu ma fille ? Peut-être quelqu'un a remarqué ? Peut-être quelqu'un a entendu parler d'un véhicule ? » À un moment, elle est arrivée devant un cottage en briques, une des maisons les plus en vue de Sim. Solide, bien entretenue, la famille aisée, une exploitation agricole. Le propriétaire était ce même homme qui avait été sur le terrain toute la journée avec les bénévoles. Il a ouvert la porte, écouté, dit quelque chose de rassurant. Non, ne l'avait pas vue, ne savait pas, elle serait sûrement retrouvée. La mère est passée à la maison suivante, à la porte suivante. Elle ne savait pas qu'elle s'était tenue à quelques pas de la personne qui avait vu sa fille en dernier, que cette maison n'était pas juste celle d'une connaissance, que derrière ce visage calme et ces mots appropriés se cachait une toute autre histoire. Très probablement, il avait déjà compris à ce moment-là que la police avait trouvé l'enregistrement de la caméra, que le gazelle avait été identifié, que les plaques avaient été vérifiées ou allaient l'être. Mais extérieurement, rien. Pas de nervosité, pas de tentative de fuir, pas de voix tendue. Il se tenait sur le seuil de sa propre maison et parlait avec la mère de la disparue comme s'il n'avait rien à cacher. Et ce même soir, alors qu'elle continuait dans la rue, les enquêteurs ont pris leur décision finale. Plus question d'attendre, on arrête le suspect. L'arrestation s'est faite discrètement, sans sirène, sans agitation, sans attirer l'attention. Dans une petite ville, ces choses se répandent en une heure, alors les enquêteurs ont travaillé avec précaution. Ils se sont garés devant la maison, se sont présentés, lui ont proposé de les accompagner.
Il n'a pas résisté, est monté dans la voiture et est parti. Il a été emmené. À ce moment-là, une équipe sérieuse travaillait à Sim. Des agents du comité d'enquête, des enquêteurs du département régional, ils ont commencé simplement « Où étiez-vous le soir du 9 ? Qu'avez-vous fait ?» Il est resté calme, a dit oui, il avait vu Ksenia, lui avait proposé de la déposer, mais elle avait refusé. Il l'avait déposée et était reparti. Les enquêteurs ont écouté, n'ont pas interrompu, l'ont laissé finir, et puis lui ont montré l'enregistrement de la caméra. À l'écran, son gazelle, Ksenia qui approche, qui monte, la porte qui se ferme, le véhicule qui repart. Pas de refus, pas de cote 1. Elle était montée dans le véhicule, et après cela, elle n'était plus jamais apparue sur aucune autre caméra de la ville. Il s'est tu. Puis il a commencé à se contredire, à changer les détails. D'abord, il a dit une chose, puis une autre. Il a dit qu'il l'avait ramenée chez elle, puis qu'il l'avait déposée au tournant, puis qu'il ne se souvenait pas exactement où il l'avait laissée. Chaque nouvelle version contredisait la précédente. Ils ont travaillé avec lui toute la nuit, heure après heure, question après question. À chaque tour d'interrogatoire, le mur s'amincissait. La caméra ne ment pas. L'itinéraire ne correspond pas. Matin, 11 juillet, il a commencé à parler. Oui, il avait pris Ksenia. Oui, elle était montée volontairement, elle le connaissait et lui faisait confiance. Mais il ne l'avait pas emmenée chez sa grand-mère. Il avait tourné vers la forêt, vers la route de la ferme de ses parents. Un endroit isolé. Le soir, personne aux alentours. Les enquêteurs ont documenté ses déclarations et l'ont emmené pour une reconstitution. Il a montré le chemin lui-même. Le tournant, le chemin de terre, le bosquet, un endroit qu'il connaissait par cœur parce qu'il y venait pour le travail tous les jours. Dans les buissons au bord de la route, ils ont trouvé Ksenia. À côté, des effets personnels avec des traces. L'expertise médico-légale confirmerait plus tard, avant que tout ne se termine, elle avait été soumise à des actes de nature intime contre sa volonté, puis de graves sévices physiques et finalement de multiples blessures par arme blanche. Pendant la reconstitution, il a prononcé une phrase qui a été enregistrée par la caméra « J'ai pris l'objet et j'ai frappé plusieurs fois dans la zone du cou ». Il l'a dit calmement, presque comme si c'était banal, comme s'il décrivait quelque chose qui ne lui était pas arrivé à lui. Il avait jeté le sac à dos dans la rivière délibérément, pour que les recherches se concentrent sur l'eau. Le téléphone, selon certaines sources, il l'avait noyé séparément. Selon d'autres, il l'avait jeté quelque part sur le chemin du retour. Le calcul était simple. Tant que tout le monde regarde la rivière, personne ne trouve le vrai endroit. Après la reconstitution, l'information a atteint la ville presque instantanément. Dans le groupe V-Contact de Lisa Alert, un court message est apparu. « Retrouvé. Elle n'est plus parmi nous. » 2 mots après lesquels Sim s'est figé. Et puis la ville a appris le nom de la personne arrêtée et n'a pas pu y croire. Les gens qu'il avait vus dans les groupes de recherche, qui s'étaient tenus à côté de lui, qui avaient entendu ses paroles de soutien, ils ne pouvaient pas concilier tout ça. Beaucoup répétaient la même chose. Il cherchait, il avait l'air inquiet. Comment est-ce possible? Il s'appelle Dmitri Moïseev, 36 ans, habitant de Sim. Ce nom a provoqué un choc parce que Dmitri Moïseev était le père de Katia, cette même Katia avec qui Ksenia se promenait le 9 juillet, sa meilleure amie, sa camarade de classe. Maintenant, tout prend sens. C'est pour ça que Ksenia est montée dans le gazelle sans une seconde d'hésitation. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de pas en arrière, pas de tentative de regarder autour. C'était le papa de Katia, une personne chez qui elle allait, quelqu'un qu'elle avait vu des dizaines de fois. Il avait ramené Katia à la maison, avait dit à sa fille sur le seuil « Vas-y, je vais déposer ton ami ». Et puis, il était retourné chercher son ami, lui avait proposé de l'emmener chez sa grand-mère. Bien sûr qu'elle avait accepté. La caméra n'avait pas capturé un enlèvement. Elle avait capturé le moment où la confiance était devenue un piège. Maintenant, repensez à tout ce qui s'est passé avant. L'homme qui cherchait avec tout le monde, c'était lui. Celui qui s'était approché de la mère de Ksenia et avait dit « C'était lui ». La personne qui se tenait sur le seuil du cottage en briques, qui la regardait dans les yeux et disait les mots qu'il fallait, c'était lui. Il savait que Ksenia n'était plus là. Il savait où elle était, savait ce qu'il avait fait. Pendant 2 jours, à côté de sa mère, la regardant en face, il cherchait celle qu'il avait lui-même cachée.
On peut maintenant reconstituer toute la soirée du 9 juillet du point de vue de Moïseev. Vers 21h, il est monté dans le gazelle et est allé chercher sa fille. Il a pris les 2 filles. Katia est entrée à l'intérieur, la porte s'est fermée. À partir de ce moment, il était seul dans le véhicule avec Ksenia sur le siège passager. Puis la caméra à 21h47, la route forestière vers la ferme, ce que la reconstitution a documenté. Après tout, il est rentré chez lui et s'est changé. Sa femme, Maria, est rentrée tard du travail, vers 23h. À son retour, Dimitri était déjà à la maison, calme. Mais un peu plus tard, la mère de Ksenia est passée. Elle frappait aux portes tout le long de la rue. Sa fille n'était pas rentrée, le téléphone était silencieux. Elle était aussi passée chez les Moïseev, avait demandé s'ils avaient vu Ksenia. Après tout, ils les avaient récupérés ce soir-là. Dimitri a répondu sans panique « Oui, il les avait récupérés, avait ramené Katia, avait proposé de ramener Ksenia aussi. Mais elle avait refusé, avait dit qu'elle marcherait. Il l'avait déposée et était reparti. La mère l'a cru et est repartie continuer à chercher. Maria s'est impliquée aussi. Elle a couru appeler des connaissances, vérifier les cours. Plus tard, elle se souviendrait avoir demandé à son mari « Comment as-tu pu la laisser ? Pourquoi tu ne l'as pas accompagnée jusqu'au bout ?» Il n'avait pas vraiment pu expliquer, avait dit quelque chose de vague, mais Maria avait mis ça sur le compte de la confusion. La nuit a passé. Le matin, Dimitri est sorti de la maison comme si de rien n'était. Pendant 2 jours, il a vécu dans ce mode. Le jour, les recherches. Le soir, la maison, la femme, la fille. Maria Moïseeva a appris la vérité après son arrestation. Jusque-là, elle était de ceux qui avaient vraiment cherché, courant à travers la ville, appelant des connaissances, s'inquiétant pour de vrai. Ksenia venait chez nous, elle jouait avec Katia. La famille Moïseev avait récemment acheté une piscine et les filles nageaient ensemble. Pour Maria, l'amie de sa fille avait disparu. Maria était en colère contre son mari pour son insouciance. Comment avait-il pu ne pas l'accompagner jusqu'au bout ? Il ne lui était jamais venu à l'esprit que ce pouvait être autre chose. Et puis, ils l'ont emmené pour interrogatoire et il a avoué. Maria a dit plus tard aux journalistes, de manière hachée, comme quelqu'un qui ne pouvait toujours pas assimiler ce qui s'était passé. Elle a dit qu'il avait bu 2 bouteilles de bière et qu'il ne devait pas boire du tout. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Cette phrase « il ne doit pas boire », elle l'a dite comme si ça expliquait tout, comme si derrière il n'y avait qu'un caractère emporté, une personnalité difficile, juste une habitude de perdre la tête après l'alcool. Mais en réalité, derrière ce « ne doit pas » se cachait bien plus. Maria savait que son mari avait ses bizarreries, savait que son premier mariage s'était effondré, mais elle se l'expliquait probablement de la même façon que tout le monde autour. Difficile, nerveux, renfermé, il y en a plein comme ça. Et moi, je l'ai défendu jusqu'au bout, je n'y croyais pas. Comment a-t-il pu ? Cette question, comment a-t-il pu ? Elle ne la lui posait plus. Elle se la posait à elle-même et elle ne trouvait pas de réponse. Moïseev, né en 1987, a grandi ici même à Sim, dans la même cour où se dresse maintenant son cottage en briques. Il avait commencé à venir enfant chez sa grand-mère, maigre, nerveux, chétif, le genre qu'on ne remarque pas dans la cour ou qu'on évite. Une voisine de sa grand-mère se souvenait plus tard, juste un garçon bizarre, toujours avec ses parents ou seul, ne se mélangeait pas aux autres enfants. Elle a ajouté « La famille n'était pas très aimable, fermée, ils ne communiquaient qu'entre eux. Écrasés. » Ce mot a été répété par plusieurs personnes. Il ne pouvait pas se défendre, ne se battait pas, ne répondait pas. Sa mère se battait pour lui, littéralement. Si quelqu'un s'en prenait à son fils, elle réglait ça. Une femme dominante, sévère. Le père restait dans l'ombre. Dimitri a grandi dans ce cocon. L'école, la maison, la grand-mère, il n'avait pratiquement pas d'amis. Il y avait quelque chose en lui, pas agressif, pas effrayant, mais repoussant. Les bizarreries n'ont pas disparu avec l'âge. Il pouvait sombrer dans la déprime sans raison, devenir nerveux, se renfermer. Son entourage mettait ça sur le compte du caractère. Et puis Dmitri s'est retrouvé inscrit dans un dispensaire psychiatrique. Les circonstances sont inconnues. Certains disaient qu'il évitait le service militaire, d'autres que les problèmes étaient réels.
Une voisine âgée a dit brièvement quote 11, ce qui signifie qu'il était exempté pour raisons psychiatriques. C'est logique, tout le monde savait. Enfin, pas tout le monde. Beaucoup savaient. Et il traitait ça comme on traite les informations dérangeantes dans les petites villes. Ils savaient, mais n'en parlaient pas. Ça ne les regardait pas. Et puis il y a eu un incident, environ 10 ans avant les événements de 2023. La date exacte n'a jamais été établie. Dimitri, selon les voisins, avait tenté quelque chose avec un mineur. Ce qui s'est exactement passé, dans quelles circonstances, comment ça s'est terminé, les détails sont flous. Les gens se souvenaient quote 13. Ce mot, quote 14, sonnait comme si ce n'était pas la première fois que l'argent des Moïseev avait résolu un problème. L'affaire, si elle a jamais été officiellement enregistrée comme affaire, n'est jamais arrivée au tribunal, n'est jamais devenue publique. Dans une ville où une famille a une ferme, un cottage en briques et des relations qui règlent les choses rapidement et discrètement. Sans procès verbal et sans conséquences, Dimitri est resté libre dans la ville. Il est resté parmi des gens qui savaient ou soupçonnaient que quelque chose n'allait pas chez lui, mais qui se taisaient, et personne n'a rien fait. En 2010, Dimitri s'est marié, premier mariage. Katia est née. De l'extérieur, tout semblait normal. Jeune famille, leur propre maison, travail à la ferme des parents. Sim est une petite ville, et la nouvelle du mariage de Moïseev a probablement été accueillie avec soulagement. Il s'est marié, il a dû se ranger, tout doit aller bien. Mais le mariage n'a pas duré longtemps. Sa femme a découvert des photographies sur l'ordinateur. Ce qu'elles contenaient exactement, les sources en parlent avec précaution, mais l'essence est la même, du contenu interdit d'une certaine nature. Pour sa femme, c'était le point de non-retour. Elle a demandé le divorce. Selon des informations diffusées sur NTV après le verdict, Dimitri avait recherché des individus qui semblaient nettement plus jeunes que l'âge légal. Pas une fois, pas par accident, c'était un schéma de comportement récurrent. Des connaissances de Moïseev qui ont parlé aux journalistes après son arrestation ont confirmé qu'ils avaient remarqué son intérêt malsain pour les très jeunes, mais il formulait ça doucement. Cote 15. Cote 16. Rien de plus. Après le divorce, Dimitri vivait seul. Katia est restée avec lui au moins une partie du temps. Il travaillait à la ferme de ses parents, se plaignait de maux de tête, constants, épuisants, et s'était mis à boire. Il disait à ses connaissances que l'alcool l'aidait à soulager la douleur et à se détendre, mais ensuite il ajoutait « Après avoir bu, des pensées sombres me viennent à l'esprit ». Il disait ça à voix haute, pas en chuchotant, pas dans le cabinet d'un psychiatre, dans des conversations ordinaires. Cote 18. Les gens entendaient et ne demandaient pas lesquels. Très probablement, ils devinaient et ne voulaient pas savoir avec certitude. Tout ça, c'était du bruit de fond, désagréable, inquiétant, mais familier. Dimitri Moïseev vivait à Sim, marchait dans les mêmes rues, travaillait à la ferme et élevait sa fille. Et sa fille était amie avec Ksenia Ustugova. Ksenia venait chez eux. Maintenant, ce jour-là, le 9 juillet, il a eu mal à la tête. Comme d'habitude, il s'en plaignait constamment. Il a acheté de l'alcool, a bu 2 bouteilles de bière. Pour la plupart des gens, rien. Pour lui, un déclencheur. Le soir, vers 21h, Katia traîne avec Ksenia. Il monte dans le gazelle et va les chercher. Il récupère sa fille, la ramène à la maison. Et puis, il retourne chercher Ksenia. À ce moment-là, ils étaient seuls dans le véhicule. Lui et Ksenia sur le siège passager. Il ne l'a pas emmenée chez sa grand-mère. Ce qui se passait exactement dans sa tête, il n'a pas pu l'expliquer, ni aux enquêteurs, ni plus tard au procès. Lors de l'interrogatoire, il a dit « Cote 19 ». Très probablement, ce n'est pas entièrement vrai et pas entièrement faux. Il était assez conscient pour distinguer sa fille de son amie, assez conscient pour choisir un endroit isolé, assez conscient pour ensuite déposer le sac à dos près de la rivière et rentrer chez lui comme si de rien n'était. Pour quelqu'un qui prétendait ne rien comprendre, ses actions étaient bien trop méthodiques. Après tout, un trou dans la terre, une tentative de cacher les traces, l'arme. Selon certaines sources, elle est restée sur place. Selon d'autres, il l'a jetée quelque part sur le chemin du retour. Puis la maison, se changer, attendre sa femme, aller dormir. Et le matin, sortir et commencer à chercher.
L'affaire a été transférée au tribunal régional de Tcheliabinsk. L'enquête a duré environ 7 mois. La première audience a eu lieu le 6 mars 2024. Toutes les audiences se sont tenues à huis clos. Le juge Maxime Kreptov présidait. Les accusations: acte de nature intime sur une personne de moins de 14 ans et infliction de dommages incompatibles avec la vie. Le procureur Ivan Kravtsov a requis la peine maximale, la réclusion à perpétuité. Avant le prononcé du verdict, une expertise psychiatrique médico-légale a été menée. Le résultat: responsable. Moïseev comprenait ce qu'il faisait, contrôlait ses actes, aurait pu s'arrêter, mais ne s'est pas arrêté. En même temps, l'expertise a documenté autre chose. Une attirance pathologique pour des individus nettement en dessous de l'âge légal, confirmée et documentée. L'inscription au dispensaire psychiatrique, l'incident d'il y a une dizaine d'années, le divorce, les photographies, les pensées sombres, tout formait un seul tableau bien avant juillet 2023. Le 18 avril 2024, le juge Kreptov a lu le verdict. 23 ans de réclusion. Les 5 premières années en prison, les 18 restantes dans une colonie pénitentiaire à régime strict. Pas la perpétuité comme l'accusation l'avait demandé, mais une peine après laquelle Moïseev sortira, s'il sort, en vieil homme. Le tribunal a partiellement accordé la demande de dommages moraux des parents de Ksenia, 1 million de roubles. La famille avait demandé 3 millions pour tout ce qui s'était passé. Moïseev a écouté le verdict en silence, a dit à peine audiblement qu'il comprenait la décision. Pas un mot de remords, pas de tentative d'explication. La salle du tribunal régional de Tcheliabinsk, le 18 avril. Moïseev a été conduit dans le box vitré des accusés, vêtu d'un t-shirt fraîchement repassé, un mouchoir blanc à la main avec lequel il s'essuyait les yeux avant même l'entrée du juge. Il s'est assis loin de la caméra, mais n'a pas caché son visage. Petit, les cheveux clairs, chétif. Sur les images de la reconstitution, il fait presque une tête de moins que les gardiens. Émacié. En 10 mois de détention provisoire, selon les journalistes, toute cette tension du moment de son arrestation l'avait quitté. Il essuyait ses larmes avec soin, tamponnant les coins de ses yeux. Étaient-ce des larmes de remords ou de peur de ce qui l'attendait derrière les barreaux avec de telles accusations? Personne ne le sait. Les parents de Moïseev sont venus de Sim pour le verdict. Sa mère, une grande femme imposante. Quand le juge a lu la peine, elle a failli s'évanouir, a fondu en larmes dans la salle d'audience. Plus tard, elle a dit aux journalistes une phrase « Côte 21 ». L'ex-femme de Dimitri n'est pas venue au procès. Pas à une seule audience pendant tout le processus. Elle avait probablement compris tout plus tôt que les autres. Les parents de Ksenia n'étaient pas non plus dans la salle. Ils n'en avaient pas eu la force. À leur place sont venues une tante et la grande sœur, cette même institutrice de Sim. Elles sont restées assises en silence. Pas un mot pendant le verdict, pas après. Le 30 juillet 2023, Ksenia a été inhumée. Des centaines de personnes sont venues lui dire adieu. Presque tout Sim. La mère de Ksenia n'a dit que 4 mots dans lesquels tout était contenu. Le chagrin, l'impuissance, l'impossibilité de comprendre. Dieu est son juge. Voici la question qui reste après cette histoire. Elle ne concerne pas Moïseev, elle concerne le silence. Une petite ville où tout le monde savait tout, où cet incident avec le mineur a été étouffé, où la carte jaune était motif à ragot, pas à action, où les pensées sombres étaient prononcées à voix haute et personne ne posait de questions. La caméra a capturé 21h47, pas le moment où quelqu'un l'a enlevé, le moment où la confiance est devenue un piège. Et pour cette confiance, le prix n'a pas été payé par celles qui faisaient confiance, mais par ceux qui se sont tus. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. À bientôt.